Le 23 mai 1945, une aube froide et impitoyable se leva près de Lüneburg. Autrefois, artisan de l'Holocauste et tristement célèbre pour son rôle de Reichsführer SS, Heinrich Himmler tentait désespérément d'échapper à la capture. Le Troisième Reich s'était effondré 2 semaines auparavant et ses options s'amenuisaient rapidement. Si l'histoire authentique de la Seconde Guerre mondiale vous intéresse, abonnez-vous pour en savoir plus. Votre ville? Ce récit est basé sur les rapports d'interrogatoires alliés et les archives du ministère britannique de la guerre. Continuons. 3 jours auparavant, Himmler s'était transformé en Heinrich Hitzinger, un sergent démobilisé de la Wehrmacht, arborant de faux papiers, une moustache rasée et un bandeau sur l'œil gauche. Accompagné de 2 officiers SS se faisant passer pour des policiers militaires, il arpentait les routes du nord de l'Allemagne. Le 8 mai, il portait de faux documents de licenciement. La signature était approximative, le tampon incorrect, mais au milieu des ruines de l'Allemagne, cela pouvait suffire. Cet homme avait auparavant orchestré un empire de la mort, supervisant 1500 camps de concentration, gérant 800 000 SS et accaparant 12% de l'économie de guerre allemande. Il avait personnellement autorisé les ordres de déportation de 347 convois ferroviaires, transportant chacun 1 millier de personnes. Aujourd'hui, il n'était plus personne. Un faux sergent aux pieds, couvert d'ampoules et au regard terrifié. Le 20 mai, le trio se reposait dans des granges désertes, chapardait de la nourriture dans des fermes inhabitées et évitait les routes principales où les patrouilles britanniques auraient pu les repérer. Il était accompagné de Karl Brandt et de Werner Grothmann, associé d'Himmler. Brandt était son médecin personnel, tandis que Grothmann dirigeait sa garde rapprochée. 3 hommes qui vivaient autrefois dans l'opulence pendant que l'Europe brûlait, désormais réduits à dormir dans le foin et à se nourrir de navets crus. Ce jour-là, les troupes britanniques installèrent des points de contrôle sur toutes les routes en direction du Danemark. Opération Eclipse. L'opération était axée sur la recherche systématique des nazis en fuite. Ils disposaient des photos des 100 criminels de guerre les plus recherchés. Celle d'Himmler apparaissant en deuxième position, juste après celle d'Hitler. La première détection eut lieu à Meinstedt. Un contrôle classique, une inspection des documents. Le sergent britannique jeta un coup d'œil à leurs documents, les tamponna et les laissa passer. Une évasion de justesse, trop proche. 6 heures plus tard. Au deuxième point de contrôle de Bremerverde, le résultat fut différent. 21 mai, point de contrôle britannique à Bremerverde. Nouvel examen de routine des documents. Le sergent Edwin Austin examina les papiers. Il était gêné par le cache-œil, leur allure et la façon dont ce prétendu vétéran de la Wehrmacht se tenait. Trop droit, trop rigide. Une attitude militaire plus profonde que n'importe quel déguisement ne pouvait la dissimuler. Avant la guerre, Austin travaillait comme commis dans une compagnie d'assurance. Il avait été formé pour repérer les anomalies. Les documents de démobilisation indiquaient un service de combat en Normandie. Pourtant, les mains de l'homme sont intactes, sans rugosité ni blessure due de combat. Ses ongles sont trop immaculés pour celui qui s'est caché et a lutté sans relâche. Il retire son cache-œil, révélant non pas une blessure, mais une main tremblante, pleine de fureur. L'homme qui a ordonné la mort de 6 millions de Juifs est sur le point d'être démasqué par un sergent britannique de 20 ans qui pourrait avoir du mal à épeler Auschwitz. Sous le cache-œil repose Heinrich Hiesinger, le deuxième homme le plus recherché d'Europe, à quelques mètres de lui. Pourtant, il ne l'appréhende pas immédiatement, suivant les protocoles habituels. Il le transporte dans un centre d'interrogatoire à Lunebourg, laissant aux agents des renseignements le soin de déchiffrer la vérité. Himmler monte dans un camion britannique, tentant toujours de tromper avec son récit inventé. L'ironie est profonde. Il y a 4 mois, ce camion transportait des prisonniers britanniques vers des camps allemands. Aujourd'hui, il transporte le concepteur de ces camps pour un procès britannique, un voyage de 2 heures. Himmler contemple le paysage allemand depuis l'arrière du véhicule bâché, témoin des villes bombardées et des réfugiés sur les routes. Hambourg n'est plus qu'un amas d'acier tordu et de béton brisé, Brême existe à peine. L'empire qu'il a contribué à bâtir est désormais réduit en décombres et en cadavres. Dans la poche de son manteau, dissimulé dans sa doublure, Himmler garde autre chose que des souvenirs de guerre. Un petit journal en cuir, rempli de 47 pages de directives manuscrites adressées à des subordonnés fictifs, les plans d'un 4e Reich non concrétisé et une liste contenant les noms de 17 officiers SS, ces boucs émissaires présumés de la perte de l'Allemagne. Même sur le déclin, il continue de dresser des listes de victimes. À Lunebourg, il subit le même traitement que tout autre prisonnier. Formulaire d'enregistrement, photographie, prise d'empreintes digitales, procédures administratives d'arrestation. La méthode de fouille méticuleuse utilisée par Himmler dans ses camps de concentration fut alors appliquée à son encontre. Ils l'inspectèrent minutieusement, procédant à une fouille à nu, examinant chaque vêtement, fouillant chaque poche. La première capsule de cyanure fut découverte cousue dans le col de sa veste.
Une enveloppe en laiton suffisamment petite pour être dissimulée dans une couture. C'était le même poison qui avait emporté Hitler, Eva Braun, Goebbels et ses 6 enfants. Il servait de voie de fuite aux sots gradés nazis au jour du jugement dernier. Les Britanniques confisquèrent la capsule, du moins le croyaient-ils. Ce qu'ils ignorèrent fut la seconde capsule, plus petite, en céramique plutôt qu'en laiton, dissimulée dans une fausse dent que Himmler avait installée en 1943. Il s'agissait d'une police d'assurance non divulguée, dont même son médecin personnel ignorait l'existence. La fabrication de cette arme dissimulée fut confiée à un dentiste SS nommé Hugo Blaschka, qui avait également posé la mâchoire d'Hitler. Blaschka était un expert dans la création d'armes cachées pour les hauts fonctionnaires nazis. Il s'agissait notamment de dents suicidaires et de morsures mortelles. L'interrogatoire était mené par le colonel Michael Murphy, membre des services de renseignement ayant une expérience en Afrique du Nord et en Italie. Murphy interrogea les officiers d'état-major de Himmler après El Alamein et avait interrogé avec succès des généraux italiens pendant la campagne de Sicile. Il était doué pour discerner la peur dans le regard d'un homme. Cependant, Himmler ne ressemblait à aucun autre. L'homme qui avait transformé le meurtre en un processus industriel. La salle d'interrogatoire mesurait 3,6 mètres sur 2,4 mètres au mur de béton gris. Une ampoule solitaire suspendue au plafond fournissait la lumière. Une table et 2 chaises s'étaient présentes, semblables à celles utilisées par la Gestapo, mais avec les rôles inversés. Je lui demandai son nom et son grade. Heinrich Hesinger, sergent ex-Wehrmacht, fut sa réponse. Murphy fit glisser une photographie sur la table, montrant Himmler en uniforme SS, paré de ses plus beaux atours, de cuir noir et arborant l'insigne à tête de mort. Le fermier bavarois devenu maître du génocide. Il tenta une autre réponse. Himmler regarda la photo et reconnut son propre visage, celui de 1942, pris à Auschwitz. Il inspectait les nouvelles chambres à gaz, le sourire aux lèvres, à côté d'une machine capable de tuer 400 personnes simultanément. La partie était terminée, mais il refusait de s'avouer vaincu. Heinrich Hesinger est l'individu interrogé. Murphy déplie un dossier contenant des rapports de renseignement, des témoignages et des photos de camps libérés comme Bergen-Belsen, Buchenwald, Mauthausen et Dachau. Ces documents constituent une montagne de preuves impliquant Himmler dans un meurtre systématique. Pendant 3 heures, les questions ont été suivies de dénégations. Murphy et Himmler étant conscients de la vérité mais refusant d'être les premiers à la révéler. Une autre photographie est tendue vers Hessinger, celle-ci montrant Himmler avec Hitler à Berchtesgaden en 1943 lors d'une réunion où ils ont discuté du calendrier des déportations et planifié la liquidation du ghetto de Varsovie marquant 43 000 personnes à tuer en un seul après-midi. Quelqu'un vous dit quelque chose ? Le silence règne dans la salle. Adoptant une approche différente, Murphy se réfère à des rapports psychologiques sur Himmler, soulignant que sa faiblesse n'est pas la peur, mais l'orgueil. Plus précisément, l'orgueil narcissique qu'il éprouve pour ses capacités d'organisation, son efficacité et son talent à résoudre ce que les nazis appelaient la question juive. Les camps étaient étonnamment bien organisés grâce à ses aptitudes. Un administrateur hautement qualifié a orchestré cet événement. Himmler se raidit un instant. Une pointe de fierté se lit sur son visage, révélant l'architecte en quête de reconnaissance pour sa conception. La complexité de la logistique aurait été stupéfiante. De nouveau, Himmler hoche légèrement la tête, reconnaissant la reconnaissance de son travail. Finalement, Murphy a tendu le piège. Seul Himmler pouvait coordonner une chose aussi élaborée. Et c'est là que cela s'est produit. La vanité a pris le pas sur l'instinct de survie chez l'un des plus célèbres criminels de l'histoire. Himmler, juste 2 mots, prononcés doucement, presque comme un murmure. L'instant où un personnage historique infâme a avoué sa véritable identité. Murphy reste impassible sans sourire ni jurer. Il se contente de consigner une note dans son dossier et poursuit l'interrogatoire. Protocole standard. Mais il ne peut s'empêcher de se remémorer les images qu'il a vues, les dossiers de preuves, les témoignages des survivants. Un homme poli et à la voix calme lui fait face, responsable de plus de morts que la peste noire. Si vous appréciez ce genre d'histoire détaillée de la Seconde Guerre mondiale, pensez à vous abonner. Partagez également votre localisation. Ces informations sont authentiques, tirées des registres d'interrogatoires alliés et des archives du ministère britannique de la guerre. Continuons le récit. Les Britanniques convoquent le capitaine Tom Sylvester, commandant du camp. Âgé de 34 ans, il a étudié à la Manchester Grammar School et a travaillé comme directeur de banque avant la guerre. Le capitaine Sylvester venait de libérer un camp annexe de Bergen-Belsen. Il avait vu des piles de cadavres ressemblant à du bois de chauffage et des survivants qui ressemblaient à des personnes âgées. Les enfants paraissaient plus âgés que leur âge, tandis que les femmes pesaient moins de 32 kilos. Et maintenant, l'homme responsable de ces atrocités est assis dans sa salle d'interrogatoire, l'air d'un employé qui a raté son train. Êtes-vous conscient des ravages que vous avez causés ? Himmler se redresse.
Pour la première fois depuis son arrestation, il présentait une ressemblance frappante avec le Reichsführer SS, l'individu qui exerçait le pouvoir juste derrière Hitler lui-même. J'ai obéi aux ordres. J'ai rempli mon devoir envers le peuple allemand. Un devoir. 6 millions de Juifs ont péri et pourtant ils considéraient cela comme un devoir. 4 millions de Polonais, de Russes, de Roms, de personnes handicapées et de prisonniers politiques ont également péri. Au total, 10 millions de morts. Et pourtant, il qualifiait cet acte de devoir. Sylvester s'était méticuleusement préparé à cette rencontre. Il avait scruté chaque rapport de renseignement, scruté chaque photographie. Pourtant, se confronter à la personne réelle intensifiait l'horreur. Le mal masqué par un visage humain. Un homme responsable de la planification d'un génocide. Et pourtant, il semblait devoir vendre des assurances. Votre devoir était un massacre. Mon devoir était d'obéir aux ordres, de m'attaquer aux problèmes qui menaçaient que le Reich. Des problèmes. Il qualifiait les êtres humains de problèmes. Sylvester ordonne un examen médical, une procédure de routine pour les prisonniers de valeur. Le docteur C. G. Wells, médecin militaire britannique, est arrivé à 20h30. Il avait 32 ans et était diplômé de la faculté de médecine d'Édimbourg en 1936. Sa mission est simple, s'assurer que l'état du détenu permette un interrogatoire prolongé. Auparavant, Wells avait servi dans un hôpital de campagne lors de la libération de Bergen-Belsen, tentant de secourir ceux jugés irrécupérables. Il a tenu la main d'enfants affamés jusqu'à leur dernier souffle, a vu des hommes adultes s'effondrer en réalisant qu'ils étaient en sécurité et il porte encore en lui l'odeur persistante de la crasse humaine, de la mort et du désespoir. Aujourd'hui, il examine l'homme responsable de ces troubles. La procédure consiste à vérifier le pouls, la tension artérielle, les réflexes, à examiner les blessures et à détecter d'éventuelles maladies. Autant de complications potentielles lors d'un interrogatoire. Malgré son attitude professionnelle et clinique, ses mains tremblent légèrement lorsqu'il vérifie les signes vitaux d'Himmler. Il ouvre la bouche pour un contrôle de routine, à la recherche d'armes dissimulées ou de capsules de poison susceptibles de compromettre la procédure d'interrogatoire. Les services de renseignement britanniques avaient informé l'ensemble du personnel médical de la tendance des dirigeants nazis à porter des engins suicidaires, des capsules de cyanure dissimulées cousues dans leurs vêtements. Prothèses dentaires empoisonnées, alliance à compartiment caché, Himmler dévoile sa bouche. Wells aperçoit un objet sombre coincé entre ses molaires du fond. Miniature, céramique, brillant, de la taille d'un petit pois, élargissez votre prise. Wells tente de récupérer l'objet avec ses doigts, conformément au protocole standard, éliminer tout danger potentiel. La céramique est chaude au bout de ses doigts, glissante et difficile à saisir. Himmler serre brusquement la mâchoire. Le bruit de la céramique qui se brise emplit l'espace, croustillant, final. Comme un os qui se fracture, l'odeur imprègne instantanément, amandes amères, sucrées et abîmées à la fois. Acide prussique, cyanure d'hydrogène, le gaz utilisé dans les chambres d'Auschwitz. Le deuxième homme le plus puissant de l'Allemagne nazie, après Hitler, vient de mordre une capsule de cyanure de potassium. Mort en moins de 3 minutes. Wells identifie l'odeur immédiatement. Il avait appris la guerre chimique à la faculté de médecine. Il en a reconnu les indicateurs. Je savais qu'il n'y avait pas de remède. Le corps d'Himmler est pris de violents soubresauts. Sa colonne vertébrale se dérobe au sol tandis que tous ses muscles se contractent simultanément. Se griffant la gorge, il halète, les yeux emplis de terreur. Un homme qui a ordonné la mort de millions de personnes et qui comprend désormais lui-même l'agonie de la mort. Une salive mousseuse coule de sa bouche, teintée de rose par le mélange de sang et de crachat. Son visage devient bleu, symptôme de cyanose, tandis que son corps suffoque tout en continuant à haleter. Wells tente diverses méthodes, lavage d'estomac, émétique, respiration artificielle, mais en vain. Alors même que les convulsions d'Himmler s'apaisent et que sa respiration devient faible et irrégulière, ses yeux se révulsent, complètement blancs. Non pas pour sauver Himmler, mais pour se prouver qu'il était toujours médecin tentant de préserver la vie même du plus célèbre des criminels de l'histoire, Wells travaille frénétiquement. Cependant, le poison au cyanure a bloqué la cytochrome C oxydase, l'enzyme permettant aux cellules d'utiliser l'oxygène, provoquant une noyade interne de toutes les cellules du corps d'Himmler simultanément. Le 23 mai 1945, à 23h04, Heinrich Himmler, l'architecte de la solution finale, gît sans vie sur le sol d'une salle d'interrogatoire britannique, s'étouffant avec son propre sang. À 23h15, il est déclaré mort 15 minutes après avoir ingéré une capsule de cyanure pour échapper à la justice qu'il a refusée à des millions de personnes. Des témoins, comme Wells, contemplent l'homme autrefois puissant, désormais réduit à l'état de cadavre, une autre victime de la guerre qu'il a contribué à déclencher. Les autorités britanniques photographient tout, le corps, la pièce, les éclats de céramique de la capsule de cyanure mêlés de sang et de salive sur le sol. Les flashs crépitent, les appareils photo crépitent,
Ils exigent des documents, la preuve que le Reichsführer SS Himmler est bien mort, pour éviter qu'il ne devienne une nouvelle légende nazie. Sylvester contacte rapidement Londres via une ligne téléphonique sécurisée pour obtenir confirmation, assurance pour Churchill, vérification pour Staline et photo pour Truman. La nouvelle de la mort imminente d'Heinrich Himmler suscite l'impatience. Il dévêtire méticuleusement son corps, cataloguant chaque vêtement et fouillant minutieusement chaque poche. Dans ses sous-vêtements, ils découvrirent une révélation inattendue. Un minuscule morceau de papier cousu à la ceinture, un microfilm contenant des photographies de documents. Ces documents révèlent la structure organisationnelle complète d'Odessa, un réseau secret destiné à faire passer clandestinement des criminels de guerre nazis en Amérique du Sud. Nom, adresse, compte financier, sanctuaire, cachés à Buenos Aires, São Paulo, Montevideo, tout est mis à nu. Ces informations servirent de modèle à la survie nazie après la chute du Reich et permirent l'arrestation de centaines de criminels de guerre au cours des 3 décennies suivantes. Le corps est enveloppé dans un filet de camouflage sans cercueil ni cérémonie. Il est enveloppé de toiles et de cordes rappelant des déchets en cours de préparation. L'enterrement de l'architecte de la mort reflète celui d'un criminel ordinaire à minuit sur la lande de Lundberg. Le lieu exact de l'enterrement reste classé secret défense à ce jour. Une tombe anonyme repose sur le sol allemand, celle de l'homme qui a transformé ce territoire en un vaste cimetière à travers tout un continent. 3 soldats britanniques creusent de la fosse, profonde d'1,20 m, dépourvue de toute pierre tombale, rien que de la terre et des ténèbres. Le capitaine Sylvester jette la première pelletée de terre sur le corps enseveli. Le son résonne et est définitif, comme s'il fermait un livre qui n'aurait jamais dû être écrit. 3 jours plus tard, lorsque les Britanniques fouillèrent la dernière cachette d'Himmler, ils découvrirent une ferme abandonnée près de Flensburg depuis avril. Dans sa cave, une mallette en cuir contenait les organigrammes détaillés de chaque camp de concentration, les quotas de production de cendres humaines, les horaires de transport des trains et les horaires des chemins de fer orchestrant des meurtres dans 20 pays. Ils découvrirent également une note manuscrite datée du 20 mai, 2 jours avant sa capture. Rédigée de l'écriture méticuleuse d'Himmler, elle affirmait que la question juive en Europe était résolue. Les statistiques définitives seraient disponibles une fois le contrôle territorial total rétabli. Malgré la défaite, le décompte des victimes continuait, et la foi inébranlable dans le triomphe était palpable. La mallette dissimulait d'autres objets, des documents financiers détaillant les paiements aux banques suisses, des réserves d'or, des richesses mal acquises, converties en espèces. Himmler pillait ses victimes pendant leur massacre, remplissant leurs comptes bancaires de dents en or volées, d'alliances et de précieux souvenirs de famille. La machine du vol fonctionnait parallèlement à la machine de la mort. 23 comptes numérotés à Bâle, 17 à Zurich, pour une valeur totale de 47 millions de francs suisses. Suffisamment de fonds pour un conflit mineur ou la fuite de nombreux criminels de guerre nazis vers l'Amérique du Sud. De l'argent amassé dans les portefeuilles des victimes. Pourtant, l'objet le plus effrayant était une directive dactylographiée datée du 15 mai 1945, juste après la capitulation de l'Allemagne. Le dernier décret d'Himmler à toutes les unités SS encore présentes dans les territoires occupés. Poursuivre les opérations en cours jusqu'à ce que la communication avec le commandement central soit rétablie. L'Holocauste devait se poursuivre au-delà de la fin de la guerre. 78 ans après la capitulation de l'Allemagne, la machine de mort d'Heinrich Himmler persistait, exterminant jusqu'au dernier ravisseur ou victime. L'architecte du massacre industrialisé périt, convaincu d'avoir atteint son but, tout en veillant à ce que le carnage se poursuive en son absence. Un bureaucrate par excellence, même dans la mort. À ce jour, l'emplacement précis de la tombe d'Himmler reste incertain. Les Britanniques ont refusé de lui ériger une pierre tombale, négligeant d'en enregistrer les coordonnées exactes. Quelque part sur la lande de Lüneberg, le meurtrier de masse le plus prolifique de l'histoire repose sans aucune marque. Son héritage réduit en cendres et en échos. L'homme qui a bâti un empire de la mort s'est transformé en une simple histoire murmurée dans le secret.